Hier, dans la salle d'audience, un silence étrange s'est installé dès l'arrivée d'une femme dont le nom, jusqu'ici, avait peu circulé dans les médias. Capricorn Clark, ancienne collaboratrice de Diddy, ancienne confidente, et hier, elle a parlé longuement, durement, parfois la voix brisée, parfois les yeux humides, mais toujours avec ce mélange de douleur et de lucidité qui n'a laissé personne indemne. Elle a commencé par raconter son parcours. Elle a rencontré Diddy à New York au début des années 2000. Au départ, c'était une relation presque amicale, platoniquement intense. Elle travaillait dans la musique, passait de Def Jam à Death Row, puis un chasseur de tête lui a proposé de devenir l'assistante personnelle de Sean Combs. Elle a accepté et sa vie a changé. Dès son premier jour, Diddy l'emmène à Central Park après la tombée de la nuit. Avec lui, un homme massif qu'elle appelle Uncle Polly. Là, dans l'obscurité, il lui dit calmement que puisqu'elle a travaillé avec Suge Knight, si jamais un jour quelque chose tourne mal, il pourrait être obligé de la tuer. Elle reste figée, il ne sourit pas, il ne plaisante pas. Les semaines qui suivent, elle découvre un monde verrouillé, entouré d'hommes puissants et silencieux, Polly, Reuben, D-Rock, tout est sous contrôle, tout le monde obéit. Puis un incident déclenche la spirale, un bijou prêté disparaît, Diddy l'accuse en silence, elle nie, mais la suite est brutale. Elle est conduite dans un immeuble en travaux à Broadway, un étage poussiéreux, une porte verrouillée, une table pliante, un homme corpulent qui fume cigarette sur cigarette, et toujours Polly qui entre et sort. Elle est là pour passer un test au détecteur de mensonges. Elle ne veut pas. On lui dit que si elle échoue, elle finira dans l'East River. On lui attache des câbles. Elle est interrogée longtemps. À répétition, l'homme lui dit qu'il n'arrive pas à lire ses signaux, qu'il pourrait devoir la jeter dans l'eau. Elle reste enfermée 5 jours, sans téléphone, sans liberté, avec la peur comme seul repère. Quand elle sort enfin, on ne lui demande pas d'explication, on lui dit juste qu'elle peut revenir travailler. Et elle le fait parce que fuir serait suspect, parce que dans l'univers de Diddy, tout le monde se tait. Elle raconte ses journées de la 74e rue à Daddy's House, de 7h du matin à tard dans la nuit, parfois 2 heures de sommeil et jamais de reconnaissance. Quand elle demande à être payée pour ses heures supplémentaires, on lui rit au nez, Diddy déchire le papier devant elle. Un jour, elle est convoquée à Star Island, la résidence floridienne de Diddy. Il lui ordonne de ne pas quitter la maison. Pharrell Williams arrive en bateau. Elle ramène un autre invité à Palm Island. Et là, Diddy l'appelle, furieux. « T'es où, bordel? Tu crois que t'as une vie? T'as pas de vie ?» Ces mots-là, elle ne les oubliera jamais. Un autre jour, elle demande à la chef s'il reste du bacon de dinde. La réponse est sèche. Capricorne marmonne. « J'en ai marre de cet endroit. » La chef le répète à Diddy. Il explose, il la pousse violemment encore et encore jusqu'à ce qu'elle tombe. « T'aimes pas ici ? Tire-toi !» Mais elle reste, parce qu'il a fait de la peur une forme de fidélité. Elle raconte que Diddy fréquentait régulièrement Kim Porter à l'hôtel 1 fois par semaine, exactement comme il l'a fait plus tard avec Cassie. Toujours dans les mêmes lieux, l'Intercontinental à Atlanta, le Beverly Hills Hotel à Los Angeles, toujours sous de faux noms, Frank Black, Frank White. Cassie devenait Jackie Star et dans ses bagages à chaque fois une petite caméra, de l'huile pour bébé, du lubrifiant, les mêmes objets, le même scénario, les mêmes freak-offs. Capricorne dit qu'elle ne sait pas si Kim Porter y participait de son plein gré, mais elle est certaine d'une chose, ces rituels ne datent pas de Cassie, ils étaient déjà là, dégradants, extrêmes et répétés. Elle parle aussi des drogues, ecstasy, molly, à New York, à LA. Parfois, elle devait en chercher. Une fois, en France, il lui a demandé de lui ramener de la cocaïne. Elle a refusé, sa mère est morte d'une overdose. Elle ne voulait pas traverser ça. Il se faisait également prescrire des médicaments à son nom, à elle. Elle transportait les pilules dans son sac pour éviter que les agents de sécurité posent des questions. Et puis, il y a eu Kid Cudi. Cassie avait commencé à le fréquenter discrètement. Diddy l'a appris. Un matin, entre 5h30 et 6h, il frappe à la porte de Capricorne. Il est en sueur, en colère. Il porte un pistolet, un pull déboutonné, un pantalon déchiré. Il entre. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ? Qui c'est, Scott ?» Capricorne répond qu'elle ne connaît pas de Scott. « On va tuer ce fils de pute ?»
Il l'oblige à s'habiller. Dans le SUV, Reuben est au volant. Didi s'assoit à côté d'elle, arme sur les genoux. Direction la maison de Cudi, dans les hauteurs d'Hollywood. En route, Capricorne change le nom de Cassie dans son téléphone, de peur qu'il la découvre. Elle la renomme Storm Me. Devant la maison, Didi entre avec Reuben. Capricorne reste dans la voiture. Elle appelle Cassie. « Il est là? Où es-tu » Cassie répond, affolée. Didi revient, regarde Capricorne, puis appelle le dernier numéro, celui de Cassie. Il comprend, il murmure « C'est elle, cette pétasse ». Il croise la police en chemin, mais ne s'arrête pas. Didi lui ordonne d'appeler Cassie et de lui dire « Je t'ai avec moi, tu ne peux pas partir ». Cassie répond calmement « Ok, viens me chercher ». Mais Capricorne sent que sa voix tremble. Ils vont ensuite voir Kid Cudi pour le convaincre de ne pas porter plainte. Capricorne et Cassie lui expliquent que Didi est venu armé, qu'il est dangereux. Elle le supplie de ne rien dire, mais le pire arrive juste après. Didi frappe Cassie devant eux, sans retenue. Elle tombe, se met en boule, il continue, la frappe encore, jusqu'à la rue. Reuben ne bouge pas. Capricorne crie « Arrête-le !» Personne ne réagit. Didi se tourne vers elle. « Si tu t'en mêles, je t'éclate aussi !» Elle part, à pied, en larmes, et avant de tourner le coin de la rue, elle voit Cassie, toujours là, recroquevillée, en silence. Elle appelle sa mère. « Il frappe ta fille, je ne peux pas appeler la police. Toi, tu peux. » Plus tard, Cassie lui écrit un email, elle lui dit que Didi menace de publier des vidéos sexuelles, qu'il pourrait s'en prendre à elle et à Cudi. Capricorne ne se souvient pas si elle a répondu, mais quand les enquêteurs des pompiers l'ont appelée, elle a raccroché. Elle voulait disparaître. Didi, lui, aurait dit « Je devrais toutes vous tuer et je devrais lui trancher le visage ». Elle en parle à Harve Pierre, il lui dit « C'est fou ». Mais ça va aller. 3 jours plus tard, elle est licenciée, plus d'assurance santé, plus de voiture, plus de maison. Et Didi lui dit qu'elle ne retravaillera jamais, qu'il la brisera jusqu'à ce qu'elle se tue. En octobre 2012, elle signe un accord avec lui, secret. Puis en 2016, elle tente de revenir. Cassie vient de signer chez Epic. Capricorne veut croire que quelque chose peut changer. Elle écrit à Didi « Tu m'as kidnappé, rends-moi ma vie ». Hier dans le box, elle craque. Parfois, elle dit qu'il l'a inspiré, qu'il a brisé des plafonds pour les noirs dans le business, qu'il était impressionnant. Et puis elle ajoute « C'est compliqué », mais ce qu'elle raconte n'a rien de compliqué. C'est un empire de silence, de peur, de domination. Et hier, pour la première fois, quelqu'un a brisé ce silence. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine!